Salut les éco-villageois, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis dans l'écolieu Bidouille Art. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Moi et Samba, on a aussi trop hâte de le découvrir. À tout de suite. Merci de me recevoir dans ta belle demeure. Et bien, sur les bienvenus. Merci. Donc ton lieu s'appelle Bidouille Art. Oui. Et en 2003, exactement 20 ans en arrière, tu as acheté un terrain d'un demi-hectare dans les Bouches-du-Rhône à 2000 €. Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Ta démarche était au départ une envie d'être autonome artistiquement pour ta compagnie de théâtre et toi-même. Je te décrirais comme une personne pionnière, utopiste, écolo-activiste et surtout un artiste. Alors chez toi, Elia, on va faire un sommaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a une autonomie totale en électricité et partiellement en eau. Tu as créé un système bioclimatique, thermorégulateur de température, un système de phytoépuration pour l'épuration de l'eau, un système pour chauffer l'eau sans électricité. Il y a une recyclerie au sein même de ton terrain, un atelier de travail, une permaculture, un poulailler, des toilettes sèches et des maisons faites uniquement en matériaux de récupération. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu comment ça s'est passé au début pour toi quand tu es arrivé, etc. Donc, je vais te reprendre le résumé que j'ai fait. C'était donc pour les besoins de ma compagnie que j'ai investi ce terrain pour pouvoir répondre à nos besoins de logement et puis de production énergétique pour pouvoir faire une résidence artistique. Pour pouvoir soustraire un maximum de frais annexes pour pouvoir nous concentrer sur la création artistique et ainsi retrouver notre liberté de créer sans avoir à courir après un rendement obligatoire qui nous aurait obligés à faire des concessions sur notre création. Et pour toi, en fait, maintenant, aujourd'hui, ce lieu, c'est aussi une envie d'inspirer les gens à vivre différemment. C'est aussi une forme je dirais pas de protestation, mais en tout cas une forme de vouloir inspirer ton prochain à voir la vie différemment et vivre différemment, en fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai jamais eu envie j'ai jamais accepté qu'on me délègue l'espoir. Voilà, j'ai envie de créer mon propre espace de sérénité et aussi c'est important, je crois, de retourner à la nature. De ne pas avoir l'espace naturel comme quelque chose d'hostile, mais comme ceux qui nous apportaient jusque-là. Et voilà, on est tellement... on a tellement grandi dans un monde artificialisé qu'aujourd'hui, c'est difficile d'apprécier la nature autrement qu'à travers un écran. Et je trouve ça dommage. Moi, j'ai toujours vécu comme ça et donc j'essaye de partager aussi cette passion. C'est ce que tu me disais, c'est-à-dire déjà à l'âge de 15 ans, tu te sentais mal de vivre dans une maison, tu voulais toujours vivre à l'extérieur, avoir ton campement, tu vivais quasiment tout le temps à l'extérieur, enfin, c'est une recherche, quoi. Ouais, c'est une recherche personnelle à la base de pas me laisser dicter cette notion de confort obligatoire. J'avais envie de voir qu'est-ce qui était vraiment de l'ordre de l'essentiel et du superflu. Et pour ça, il fallait que je l'expérimente, quoi. On m'a dit, bon, voilà, il faut que
pour pouvoir être heureux, tu dois travailler pendant 50 ans pour te payer une maison et avoir un lit, et toutes ces choses-là, moi, ça me paraissait complètement surréaliste, Mm. Ouais, parce que je me ouais, sentais très bien à dormir avec mon duvet dans la forêt, ouais. quelle que soit la saison. Mm, 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 mm. Bon, après, avec l'âge, c'est sûr que Tu j'ai recherches compris plus de l'intérêt du du confort. confort, mais il y a une bonne partie de ma vie où j'ai pu m'en passer, et en fonction de l'endroit où j'ai pu vivre sur Terre, dans des pays tropicaux par exemple, j'aurais pu très bien continuer à me passer Mm. d'une maison. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Tu vas nous montrer, tu vas montrer ton terrain, tout ce qui s'y passe, les différents lieux, tes maisons aussi complètement qui ont été utilisées qu'avec des matériaux de récupération. Tu vas nous montrer tout ça, j'ai vraiment hâte. C'est parti, Alors ici on est dans ton atelier c'est ça. et en fait ce que j'ai beaucoup aimé la dernière fois qu'on a parlé, c'est que tu m'as dit qu'en fait quand tu crées, c'est d'abord tu récupères et à partir des matériaux, c'est les idées qui arrivent, c'est les idées qui viennent. Oui, on ne part pas des idées pour pouvoir créer quoi que ce soit. On part de la matière, et c'est ça qui nous inspire pour édifier des structures de spectacle, des bâtiments, des véhicules, enfin tout ce dont on développe ici. D'accord. Et alors ici, tu as à peu près tout. Tu as pour souder, travailler le bois, tu as tout quoi. Oui, oui, on n'a pas de restrictions sur les machines que j'utilise. C'est juste dans le temps d'utilisation qu'il va falloir faire attention. Évidemment, on va l'utiliser quand il y a du soleil. Euh, mais Alors, voilà, j'ai un poste à souder, un je te, poste à plasma, ouais, j'ai tout ce je qu'il te faut. coupe parce que tu dis qu'il y a du soleil parce qu'en fait, toutes les machines que tu utilises, c'est avec les panneaux solaires. Oui, oui, tout a été construit ici avec de l'énergie solaire dans la construction et dans le transport grâce aux véhicules que j'ai développés. C'est ça. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce bâtiment, il tient avec des arbres que tu as coupés partiellement pour pouvoir faire tenir la structure. Oui, c'est ce que j'appelle de l'architecture vivante. C'est pas une cabane dans les arbres, c'est un arbre à part entière en fait. Il n'y a pas de structure porteuse artificielle. Tout le toit est tenu par les peupliers. Il y a 7 peupliers qui tiennent le toit. Donc les murs sont suspendus au toit. C'est pas les murs qui tiennent le toit, c'est le contraire. D'accord. D'accord, ça marche. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que tous tes autres bâtiments, on va dire, ou structures, ça a été sur ce même principe. Pas tous, mais la cabane dans laquelle je vis aussi. Et puis toute la ressourcerie, effectivement, est constituée d'architecture vivante. Et alors, en parlant de ressourcerie, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qui s'y trouve? Oui, bien sûr, moi c'est ma caverne d'Ali Baba, c'est là que je me ressource pour pouvoir trouver l'inspiration. Ce qui est considéré comme des déchets par la plupart des gens, pour moi c'est un trésor. Bah super, bah, on va voir ça. Alors ici, on est dans ta ressourcerie. Voilà, c'est là où on stocke et on trie tous les matériaux en fonction de leur nature, de l'acier, de l'aluminium, du bois, tout ce qui est possiblement réutilisable. Donc c'est notre pôle réemploi. D'accord, ok. C'est ce qui t'aide à créer en fait ben, tout ce qu'on voit ici sur ton terrain. Ça t'aide vraiment au niveau du vitrage, de la construction même extérieure. Voilà, ce qui nous permet de mettre en application un principe simple d'économie vraiment circulaire, quoi, qui considère le recyclage comme la dernière des options, quoi. Avant le recyclage, il y a tout ce qu'on peut faire avec tous ces matériaux en les réutilisant sans les transformer, enfin au minimum en tout cas. Euh, et c'est comme ça qu'on économisera l'énergie nécessaire pour pouvoir créer le monde de demain. Et du coup, par rapport à la maison dans laquelle tu vis, avec Valérie et ses 2 enfants, combien ça t'a coûté en tout pour la fabriquer? Ça a dû revenir à 600 € à peu près. Ouais. En fait, ce qui coûte cher, c'est surtout l'installation électrique. Mmh. Mais la maison en elle-même, oui, au niveau des matériaux, on n'a pas dû acheter plus de 600 € de matériaux. Oui. C'est vraiment, pour moi, c'est le maximum qu'on peut dépenser ici dans une habitation, quoi. Ouais, ouais. Après, les installations électriques, elles vont dépendre des matériaux qu'on va récupérer, des panneaux solaires qu'on va récupérer, des batteries qu'on va récupérer. Il y a toujours une part incompressible qu'on est obligé d'acheter pour les installations solaires. D'accord. Mais bon, ça reste toujours moins cher que ce qu'on nous propose dans le commerce. Moi, j'ai réussi à faire une installation pour 1 000 €.
qui est vendu dans le commerce 10 000, quoi. 10 à 15 000. Mais quelle installation tu parles, par exemple? N'importe lesquelles, en fait, elles sont tous à peu près similaires, aussi bien celles que tu as vues dans la cabane que dans le bus. Ouais, Elles sont à peu près similaires. Plutôt que de faire une grosse installation, j'en ai fait plusieurs, voilà, ce c'est qui ça. permet de garantir une meilleure résilience en cas de manque de lumière. Et ben, on arrive à jouer en fonction des besoins. Voilà, on va préserver les batteries qui sont les plus déchargées en allant tirer sur les stations qui sont Voilà, c'est ça. sont moins C'est ça que je utilisées. trouve intéressant dans ton principe, c'est que, en fait, chaque petit bâtiment, on va dire, ou petite maison qu'il y a sur le terrain est autonome. C'est-à-dire qu'il y a ses panneaux solaires, sa batterie, C'est ça. même son autonomie en eau, limite. Enfin, même au Oui, niveau de oui, l'eau. il y a plusieurs bassins de filtration. Chaque bâtiment produit son électricité, filtre son eau, plutôt que d'avoir... de toute façon, dans toute pollution, c'est la quantité qui fait le poison. Donc on a essayé de, de, de distribuer voilà, les productions et les traitements de telle sorte de ne pas avoir de concentration à un endroit donné, quoi. Ouais. Et en parlant de filtrage d'eau, est-ce qu'on peut aller voir comment ça fonctionne? Allons-y. Alors, ici, tu vas nous montrer en fait ton système de phytoopération. Voilà. Donc chaque sortie d'eau, chaque évier, chaque baignoire a sa propre phyto. C'est des bassins qui sont dimensionnés pour l'usage qu'en est fait de traitement. Donc là, c'est la machine à laver et la douche qui est arrivée ici. Donc c'est des plantes spécifiques qui sont plantées dans des bassins pour pouvoir drainer toutes les particules qui risqueraient de se retrouver dans le sol si on ne faisait pas ça. Et voilà, il y a des bassins qui fonctionnent par gravité et puis d'autres par débordement. D'accord. Ceux-là, ils fonctionnent par débordement et après, ils envoient avec des pompes de relevage dans d'autres bassins qui fonctionnent par gravité. C'est-à-dire que, en fait, l'eau, elle passe directement dans le fond du bassin et elle remonte par débordement en surface. Et donc, du coup, d'accord, je comprends. Donc, en fait, elle Voilà. va filtrer l'eau et après, elle retombe à la terre. Là, elle va directement dans le fond, là où il y a les racines. Il y a des gros blocs de pouzzolane en bas où l'eau peut circuler et où les racines des plantes vont aller se nourrir. Et donc, on a l'eau de surface qui vient déborder dans un autre bassin et ainsi de suite. Comme ça, on met 5-6 bassins avec des plantes différentes. Là, il y a des joncs, après, il y a des iris. On peut mettre aussi toutes sortes de plantes d'eau, en fait. Voilà. Et nous, on fait de l'expérimentation pour savoir quelles plantes vont pas se propager trop rapidement. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui sont tellement gourmandes qu'elles viennent vite tout boucher. D'accord. Et au bout d'un moment, on est obligé de système, tout enlever, tout oui. recommencer. Donc on essaye de trouver les plantes les plus pérennes D'accord. pour avoir un système fonctionnel. D'accord. Et tu me disais à un moment donné, ton bassin était tellement propre et épuré que tu avais des poissons qui Oui, vivaient. oui. Quand on arrive à équilibrer bien la filtration, la production, on arrive à contrôler l'eau avec de la vie dans le dernier bassin. C'est-à-dire que pour toi, c'est un champ, c'est un terrain d'expérimentation. Absolument, oui, c'est un laboratoire expérimental, oui. Où on a été pionnier depuis plus de 20 ans maintenant pour expérimenter voilà, des modes de construction, des modes de transport alternatifs et voilà, créer des habitations soutenables d'un point de vue écologique. Voilà, et ce que je voudrais dire aussi, je parle plus fort avec le vent, je ne sais pas si on va m'entendre. Alors, tu as créé la thermorégulation pour ce bus. En fait, tu l'utilises aussi en tant que Airbnb. C'est une volonté d'inspirer d'autres personnes et de leur montrer qu'on peut vivre différemment. Ça m'intéresse beaucoup de voir du coup comment tu as créé cette thermorégulation dans le bus en fait pour avoir le moins possible de perte d'énergie et économiser le plus possible d'énergie. Parce que même si ce bus il est en autonomie d'eau et d'électricité, tu as essayé aussi de jouer avec le climat en lui-même, quoi. Alors est-ce qu'on peut voir justement ce système que tu as créé? Je ne l'ai pas créé, hein, c'est vraiment une réplique, comment dire, à base de matériaux de réemploi. C'est là peut-être qu'il y a une nouveauté parce que la plupart des airships sont des constructions qui sont onéreuses et voilà, avec des matériaux primaires neufs. Moi, j'ai utilisé que des matériaux de réemploi. Donc c'est peut-être là où il y a une nouveauté. Oui. Mais le principe est connu depuis longtemps. Allez, go, on va voir. Alors, ici, on est dans la serre et dans le bus qui aussi est utilisé pour Airbnb.
Et tu utilises alors la Une serre bioclimatique. Voilà, c'est ça, c'est une serre bioclimatique. Alors, je suis très intriguée, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le sont. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien, ça permet de faire un tampon thermique. C'est comme un gros double vitrage, en fin de Ouais, compte, déjà, en permanence. Il y a une casquette là-haut qui empêche le soleil de rentrer l'été dans le bus. Donc le bus est à l'ombre. d'accord, Et l'hiver, par contre, le soleil étant plus bas, il va passer sous la casquette et il va chauffer la serre et le bus en même temps. d'accord. Ok. L'été, quand il fait très chaud, on va ouvrir les évents. Tu vois, il y a deux évents comme ça en D'accord, haut de la serre qu'on ouvre avec des ficelles. d'accord, Et une trappe qui est en bas du buste, hein. d'accord, Et ce qui fait que plus il va faire chaud dans la serre, plus ça va aspirer l'air froid au nord de l'habitation, ça va refroidir l'habitation et la serre en même temps. d'accord. Ça va créer une ventilation, c'est un peu comme une VMC mécanique. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit et je connaissais pas du tout, tu es le premier qui m'en parle et je trouve ça absolument fascinant. Et effectivement, pour être rentré dans le bus et là on est en hiver en ce moment et le bus, bah, il fait chaud. C'est énorme, hein. Une surface vitrée comme ça face au soleil, c'est 1000 watts par mètre carré. Donc là, il y a à peu près 40 000 watts de chauffage gratuit. Ah oui, non mais c'est C'est ça, quelque chose oui, c'est ça. d'insensé de se passer de cette énergie-là, Ouais. surtout en Provence, quoi. Bah oui, c'est ça et la serre en elle-même, c'est quelque chose de très agréable. Vous avez mis des plantes, c'est très déjà Voilà. c'est très Ouais. esthétique. La fin du circuit de phytoépuration finit par l'arrosage automatique des plantes qui sont dans la serre. Ah! D'accord, OK, je savais pas, oui, parce que vous avez aussi un petit j'ai vu que vous aviez un arrosoir ici. Ouais, mais il y a un tuyau qui, tu vois, le seau qui est derrière. Oui. Donc ça ramène ouais, toute une tuyauterie qui est là, qui permet de garder un peu d'humidité automatiquement. Enfin, Alors aussi, ce dont je voulais parler, c'est, ton système de chauffage, d'eau. Tu as tout un ouais. système, de radiateur et cetera. On peut aller voir, On va voir les chauffe-eau thermiques. alors ici, on a le système en fait de chauffage. C'est un chauffe-eau solaire. Voilà. Un chauffe-eau solaire, pareil, sur le même principe, avec des matériaux de réemploi, donc qui a coûté même pas 10 euros de plomberie. Euh, c'est juste un radiateur en acier, peint en noir, sous une vitre. Bon, là, le coffrage est à refaire parce qu'il a 15 ans maintenant. D'accord. Bon, c'est un peu la contrepartie, hein, quand on utilise des matériaux de réemploi, ils ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on veut faire, donc ça Mmh. demande plus de travail, mais ça c'est le principe de la permaculture, hein. Moins Ouais, d'énergie, mais plus de travail forcément. d'accord. On ne peut pas tout avoir. Et ça nous permet d'avoir de l'eau chaude 9 mois sur 12 à peu près. D'accord. Et cette eau, elle sert à la douche qu'il y a dans le bus Voilà. et elle sert à chauffer l'eau. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu quand même du système parce que je trouve ça incroyable. C'est qu'en fait, ce que tu m'expliquais, c'est que l'eau chaude, en fait, c'est en fait de la physique. Quand l'eau est chaude, elle monte naturellement, en fait. Oui, c'est le système le plus simple qu'on peut mettre en place parce qu'il n'y a pas de besoin de pompe, il n'y a pas besoin d'électricité. Ça fonctionne par gravité. L'eau chauffe dans le radiateur, elle monte en haut du ballon, elle pousse sur l'eau froide qui descend en bas du radiateur et ça circule tout seul. Voilà, Il n'y a c'est pas ça. de circuit. Il n'y a pas de panneau solaire qui assiste tout le. Voilà. Généralement, ce genre de système fonctionne avec un circuit primaire, avec un liquide caloporteur qui fonctionne avec un zébulon dans le ballon. Et c'est une usine à gaz, quoi. C'est sûr que Ouais, c'est hors gel, c'est pratique. ouais, Moi, je suis obligé de le couvrir quand vraiment ça descend à -15, je suis obligé de le couvrir pour pas que ça explose par le ouais. gel. C'est le seul inconvénient, mais sinon, bah, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité et que ça fonctionne tout seul. Tout à fait. Alors d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés, qui aimeraient venir pour faire du Airbnb chez toi, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Ouais, on accueille des gens, donc des écotouristes toute l'année, mais pas seulement. Et c'est ça qui est intéressant avec les plateformes de location, c'est qu'on va accueillir des publics qui viennent là-bas aussi par hasard, qui vont découvrir toute une autre façon de faire et ça ouvre des perspectives. C'est c'est- c'est- c'est le but de cet endroit en fait, c'est de propager une idée, d'avoir une action pédagogique. Alors il y a une autre chose aussi que tu aimes faire en autonomie et dans l'écologie, c'est te déplacer.
et tu as un moyen de transport assez particulier. Il est derrière toi et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'en parler. Il y a un panneau solaire au-dessus, des pédales, une batterie. Alors qu'est-ce que c'est? La désignation technique, c'est un tricyclomoteur électrosolaire à assistance musculaire. Ah ouais, non mais je savais, hein, j'allais te le dire. Voilà. Et donc, c'est des véhicules qui sont utilisés actuellement pour le Sun Trip. C'est une course de vélo solaire qui a lieu tous les ans. Enfin, maintenant, je sais plus trop ce que ça donne, mais ça fait quelques années que ça existe. Sur 8000 km, ils font ça, enfin, les meilleurs font ça en 25 jours. Ça peut aller jusqu'à 500 km par jour, quoi. En termes d'autonomie, c'est assez énorme. En fait, il a une autonomie illimitée. C'est juste sa vitesse qui va limiter les kilomètres qu'on peut faire dans une journée. Mais en termes d'autonomie pure, tant qu'il y a du soleil, ça va rouler, quoi. D'accord. Là, on est sur un véhicule à énergie libre, proprement dit, quoi. Tant qu'il y a du soleil, il va rouler. Et tu t'en sers aussi des fois pour aller faire tes courses, de ce que j'ai compris? Oui, bien sûr, pour tout, en fait, pour récupérer tous les matériaux qui ont servi à la construction des bâtiments, on s'est servi de ces véhicules-là, puisque ça peut tirer jusqu'à 200 kg de charge, donc c'est assez efficace. Ouais, d'accord. Ça peut remplacer tous les trajets d'usage quotidien, en fait, tout ce qu'on fait avec une voiture, on peut le faire avec ça. D'accord, ok. On est juste limité quand il pleut, quand il fait nuit. Moi, j'aime pas trop rouler aussi avec ça. Je préfère rouler de jour, mais donc ça peut. On l'a construit pour pouvoir remplacer l'usage d'un véhicule en milieu rural. D'accord. En milieu urbain, il aurait eu une autre forme. Là, j'ai vraiment fait quelque chose qui est efficace pour faire la route, pour traverser la France. Sur les départementales, c'est parfait. D'accord, ok. Alors, bon, tu as aussi un poulailler, tu fais un maximum pour utiliser des fruits et les légumes que tu as récupérés. Bien sûr, ils sont déjà quasiment autonomes avec la surface qu'on leur a allouée, mais étant donné qu'on récupère tous les invendus de la zone commerciale à côté, oui, elles sont bien nourries. Ils sont bien heureux, bien nourris et bien heureux. J'ai adoré aussi que tu as créé une porte qui se ferme automatiquement donc, quand la nuit tombe. Donc en fait, tu essaies de vraiment maximiser, on va dire, l'aspect technologique pour toi, moins travailler tout simplement. Ça, je trouve ça pas mal aussi. Bah oui, que tout soit maximum autonome, hein. On ne demande pas au soleil de se lever, ça se fait tout seul. Ouais. Donc il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire comme ça aussi naturellement avec un petit peu d'aide. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ton lieu, par rapport aussi à ce qui t'a inspiré, ton idéologie par rapport à tout ce qui est à venir en fait? Déjà la chute, par rapport à la chute de cette société et peut-être des solutions. Parce qu'on parlait aussi, quelles seraient des solutions à venir? On a essayé de faire comme une sorte de canot de sauvetage du Titanic, quoi. Quelque chose auquel le public peut expérimenter le niveau de confort à laquelle on peut s'attendre dans un monde post-pétrole et post-nucléaire. Et donc, on a cherché en fonction des connaissances qu'on a, de faire quelque chose qui soit soutenable écologiquement et sans pétrole, sans nucléaire, puisqu'on risque de devoir s'en passer à l'avenir. Ouais. Les avis sont partagés là-dessus, mais en tout cas pour le pétrole, c'est sûr qu'on risque d'en manquer. Donc voilà, tout le monde parle des problèmes et nous on a essayé de chercher des solutions et on partage donc la possibilité d'expérimenter ces solutions pour pouvoir se projeter et pas se laisser déposséder par cet espoir qui est en train d'être soit récupéré par les éco-tartuffes qui voudraient proposer des solutions technologiques qui sont inaccessibles à la plupart d'entre nous, ou soit par les plus pessimistes qui pensent qu'on va retourner à l'âge de pierre. On essaye de trouver un compromis, quoi, avec ce qui est déjà accessible en termes de matériaux. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de nouveaux matériaux dans le sol, parce qu'on en a déjà extrait énormément, et déjà avec ce qu'il y a là, il y a moyen de faire une transition, s'il doit y avoir une transition, ou au moins de perpétuer un mode de vie confortable, un minimum, quoi. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de m'avoir accueilli dans ton lieu.
Merci d'apporter aussi des solutions et d'inspirer, j'espère, le plus de monde possible pour continuer à créer ce genre de lieu à leur manière aussi. Je te dis à très vite et je te souhaite plein de courage pour la suite. Merci. Allez, Salut. salut. Les éco-villageois, ne partez pas tout de suite, votre avis compte beaucoup pour moi, alors n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et écrire un commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ton soutien fait la différence. Ensemble, choisissons le monde d'aujourd'hui. Je t'envoie plein d'amour et à bientôt pour un documentaire encore plus extraordinaire et incroyable. Ciao!